va faire un diaporama. Voilà. Je vous ai dit tout à l'heure avant la clôture de Zoom, malheureusement, ces diapos qu'on va faire, les trois sont très, très importantes. Pourquoi? Ça vous permettra, très bien, ça vous permettra de savoir, je vous ai dit tout à l'heure qu'on vous donnera une description de cette lésion. On ne vous donnera jamais que ça, c'est ça, ça et ça et ça. D'accord? Quand on vous donnera une description que c'est un revêtement épithélial de cellules basaloïdes au dépend de revêtement épithélial, avec présence de trois caractéristiques qui sont très importantes. Kératinisation, présence de pompe d'union, globe corné. Là, il faudra, dans votre tête, ça va tiquer que c'est un carcinome épidermoïde. Kératinisation, pompe d'union, globe corné. C'est trois des caractéristiques spécifiques du carcinome épidermoïde. Et vous pouvez cocher le carcinome épidermoïde. Et si on vous donnera par la suite l'immunohistochimie, généralement, c'est le TTF1 négatif avec ce qu'on appelle les CK. CK, c'est les cytokératines 7 qui sont positifs dans le carcinome épidermoïde, le cytokératine 5 et 6 dans l'adénocarcinome qu'on va faire par la suite. TTFA négatif, CK7 positif et généralement P63 positif. Concernant voilà, l'adénocarcinome, on vous dira que c'est une cellule qui s'est développée au dépend de glandes avec production de mucine. La production de mucine aussi est caractéristique des adénocarcinomes. Et dans l'immunohistochimie, on vous dira TTF1 positif, cytokératine 7 négatif avec cytokératine 5 et 6 positif. Cytokératine CK 5 et 6 positif. Pour le CPC, c'est généralement, on vous dira que c'est une différenciation non endocrine des cellules de petite taille, pauvres en cytoplasme, avec chromatine fine et chromogranine positive. Il y a une caractéristique qui est très importante, c'est la présence ou l'existence de grains neurosécrétoires ou sécrétoires, avec une immunohistochimie TTF1 positif et CD56 qui est positif. D'accord? Le bilan pré-thérapeutique, ça veut dire que vous avez posé le diagnostic d'une néoplasie bronchique, c'est-à-dire adénocarcinome, carcinome épidermoïde. La première question qu'on doit se poser, ce malade est-il opérable ou pas, pardon. Et là, vous êtes obligé de faire ce qu'on appelle un bilan d'extension et un bilan pré-thérapeutique, parce qu'on a dit dans l'introduction que seule la chirurgie est curatrice. Ça veut dire que si vous opérez votre malade, vous êtes assuré qu'il va survivre avec un bon pronostic. Si vous voyez qu'il y a une extension au stade de métastase, généralement, on utilise la chimiothérapie et c'est une chimiothérapie qui est palliative. La chirurgie est le traitement de choix, je l'ai dit tout à l'heure. L'inopérabilité peut être liée soit à l'extension tumorale qui est très importante, surtout dans les CPC. Vous allez voir que la plupart des CPC, c'est de forme diffuse. On ne propose plus maintenant la chirurgie pour les CPC, soit par rapport à la présence. Ça veut dire que sur le plan tumoral, votre malade il est opérable, mais par contre, il a des comorbidités qui ne peuvent. C'est-à-dire que, par exemple, si on prend quelqu'un qui est en stade d'insuffisance respiratoire chronique, même s'il a, par exemple, un T2, un 0, un 0, si vous voyez que son VA masse il est à 0,5, vous ne pouvez pas opérer votre malade, ou s'il présente une cardiomyopathie dilatée à un stade avancé. Là, malheureusement, il sera opérable sur le plan tumoral, mais récusé sur le plan des comorbidités. Alors, bilan d'extension, c'est quoi? C'est le téléthorax, on a dit tout à l'heure. C'est la bronchoscopie qui va préciser les lésions et le siège et l'extension. Le scanner thoracique est très important, il permettra d'avoir le T, le N et le M. On va le faire par la suite. Il faudra rechercher systématiquement les métastases cérébrales et les autres en fonction des signes d'appel. Si vous avez des douleurs osseuses, vous allez voir qu'il faudra faire une scintigraphie osseuse. La biopsie pleurale, si vous avez un épanchement pleural liquidien, elle est systématique. Et attention, quand je vous ai dit tout à l'heure, quand il y a une extension postérieure et qu'il y a des symptômes digestifs, là, vous êtes obligé de faire une fibroscopie oso-gastro-duodénale pour rechercher est-ce qu'il n'y a pas une infiltration de l'œsophage ou pas. Le scanner cérébral actuellement est systématique parce qu'au début, on disait que l'adénocarcinome plus le CPC qui doit bénéficier d'une TDM cérébrale, mais on est revenu sur ça. C'est presque tous les types de cancers doivent bénéficier d'une TDM cérébrale. La scintigraphie osseuse en cas de signe d'appel douleur osseuse ou de fracture. Actuellement, on utilise beaucoup le TEP scan, c'est l'injection d'un sucre radioactif. Et cette particularité, on va utiliser la particularité de la cellule cancéreuse qui a un métabolisme très, très actif
et elle va fixer ce glucose. Et vous allez voir, regardez sur les photos. Est-ce que vous arrivez à voir, docteur Timothy? Oui. Très bien, vous voyez cette opacité là qui est là, qui est après le glucose radioactif. On la voit très très bien ici, que ce soit ici. Et là, vous voyez, quand on a des adénopathies qu'on n'arrive pas à savoir, est-ce qu'il y a vraiment une adénopathie ou pas. Vous voyez que ici, au niveau de la loge de Barretti, tout à l'heure, on a dit que la loge de Barretti, elle est à droite. Et vous voyez ici qu'elle a fixé. Mais le problème, c'est que même les adénopathies inflammatoires fixent. Et là, vous êtes obligé de pratiquer ou de demander de faire une médiasténoscopie et d'aller au niveau de la loge de Barretti, de prélever cette adénopathie pour voir si c'est une adénopathie qui est d'origine inflammatoire ou est-ce qu'elle est d'origine métastatique. C'est toute la difficulté, vous le savez très bien, ce n'est pas tous les centres qui font la médiasténoscopie. L'état général, il faudra toujours apprécier l'état général de votre patient et il y a un score qui permettra de quantifier ce qu'on appelle l'indice de l'OMS de 0 jusqu'à 4. 0, c'est une activité qui est normale. C'est quelqu'un qui est asymptomatique de découverte fortuite. C'est une activité qui est normale. Stade 1, c'est une activité qui est peu modifiée. C'est quelqu'un qui est symptomatique, mais qui continue à travailler, qui continue à faire ses besoins. Il y a pas de problème par rapport à ça. Stade 2, on commence là à avoir des symptômes assez importants, mais il garde une certaine activité, plus de 50% de son temps diurne. Dès qu'on rentre dans le stade 3 et 4, ça veut dire que là, c'est des atteintes, c'est une altération de l'état général. Dans le stade 3, ça veut dire qu'il passe plus de 50% de son temps allongé. Et le stade 4, c'est quelqu'un qui est complètement alité, ce qu'on appelle le stade carbataire. Vous êtes obligé de faire de connaître la classification TNM de la 8e édition. C'est la dernière édition où on a classé TNM. Il faudra l'apprendre par cœur, surtout si c'est les stades T2, T3 et T4. On vous donnera rarement un stade TX ou T0, TX ou T1, d'accord? C'est T2, minimum T2 et entre T3 et T4. Il faudra apprendre. Par exemple, si on prend le T3, c'est une tumeur de plus de 5 cm et plus de 5 et moins de 7, associée à des nodules distincts tumorales, mais dans le même lobe. Ou c'est une tumeur avec envahissement, signe des caractères d'invasif suivants, atteinte de la paroi thoracique, comme tout à l'heure on a dit par rapport au syndrome de Pancras-Tobias, atteinte du nerf phrénique, c'est quelqu'un qui va avoir un hoquet ou une relaxation diaphragmatique, ou une atteinte de la plèvre pariétale ou du péricarde. T4, c'est toute tumeur supérieure à 7 cm ou associée à quoi? À un envahissement du médiastin, au cœur, la trachée, le diaphragme, le nerf récurrent en gorge qui va se manifester par une dysphonie, c'est-à-dire une paralysie de la corde vocale. Ça veut dire que vous avez une atteinte du nerf récurrent en gorge. C'est un T4. L'osophage, si vous voyez que votre patient présente une dysphagie et que vous faites une fibroscopie osogastro-duodénale et qu'il y a une infiltration, là, c'est un T4. L'atteinte vertébrale, ce qu'on appelle l'hélice vertébrale, la carène, et si vous avez des nodules tumoraux séparés dans deux lobes différents, mais du même poumon, parce que si ça touche le poumon contralatéral, c'est des métastases, d'accord? Je vous ai dit tout à l'heure les adénopathies qu'il faudra préciser. N0, pas d'adénopathie, absence de métastase. N1, c'est des adénopathies généralement péribronchiques ou hilaires. N2, c'est des adénopathies au niveau du médiastin et au niveau de la région sous-carinaire. Et quand je vous ai dit tout à l'heure du médiastin, il faudra toujours retenir que la loge de Barretti, elle est à droite et la fenêtre orthopulmonaire, elle est à gauche. D'accord? N3, c'est tout ce qui est contralatéral et susclaviculaire. C'est-à-dire si vous avez une adénopathie contralatérale, c'est un N3. Et si vous avez des adénopathies au niveau des régions susclaviculaires homo-contralatérales, quel que soit. Homo-contralatéral en susclaviculaire, c'est un N3. Métastase, c'est une nouvelle classification. Vous avez le M1, M0, pas de métastase, M1, présence de métastase, mais il y a le M1A, le M1B et le M1C. Le M1A, c'est des nodules tumoraux séparés dans un lobe contralatéral ou à la présence d'un épanchement ou la présence d'un épanchement péricardique. Le M1B, présence d'une seule métastase, un seul site métastatique. Si vous avez deux et plus, ça rentre dans ce qu'on appelle le M1C. Par exemple, si vous avez une métastase cérébrale, métastase osseuse hépatique, c'est le M1C. D'accord? Ça, c'est la classification des différents stades. C'est un peu difficile, mais si on retient ça, c'est plus
Tout ce qui est stade 4, vous avez 4A et 4B, d'accord? Tout ce qui est 4B, 4A par exemple, le 4A, vous voyez très très bien, quelle que soit la taille de la tumeur, c'est un T2, T3, T4 jusqu'à T4, si vous avez ce qu'on appelle métastase M1 ou M1B, c'est-à-dire un seul site métastatique ou des nodules tumoraux distincts dans un lobe contralatéral où vous avez un épanchement ou une péricardite, c'est ce qu'on appelle un stade 4A. Mais si vous avez plusieurs sites métastatiques, c'est directement ce qu'on appelle le stade 4B, et parce que vous avez plusieurs sites métastatiques. Le 3C, vous avez le N3, mais avec un T3 et T4 qui est là. Et le 3B, c'est un N3, mais avec de T1 jusqu'à T2. D'accord? Le traitement, la décision thérapeutique, généralement, on l'apprend, nous, ce qu'on appelle la RCP, la réunion de concertation pluridisciplinaire. Ça englobe plusieurs spécialistes, un pneumologue, un radiologue, un anatomopathologiste et un oncologue. Et on discute des différents dossiers. On va dire, soit on va lui faire chirurgie, ça sera chimiothérapie, ça sera radiothérapie. On peut faire la chimio-radiothérapie. On va dire que ça, c'est un stade qui est très avancé avec altération de l'état général. Ils vont mieux faire des soins palliatifs. Vous allez voir quels sont les soins palliatifs à faire. Généralement, pour le stade, pour le cancer bronchique non à petite cellule, que ce soit adénocarcinome ou carcinome épidermoïde, stade 1, généralement, c'est la chirurgie seule. Stade 2 et 3A, sauf qu'on a fait ce qu'on appelle la chimiothérapie néoadjuvante. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui va bénéficier d'une chimiothérapie pour réduire la masse tumorale et on opère. Soit on opère directement le malade et on fait ce qu'on appelle une chimiothérapie adjuvante. C'est-à-dire que j'opère et je fais une chimiothérapie. On appelle ça la chimiothérapie adjuvante. Si je décide de faire d'abord la chimiothérapie et opérer le malade, on appelle ça la chimiothérapie néoadjuvante. C'est-à-dire que je fais d'abord. Généralement, le stade 3B, soit on fait une chimioradiothérapie, soit une chimiothérapie néoadjuvante, puis chirurgie. Ça se discute cas par cas. Par contre, pour le stade 4, que ce soit le stade 4A ou 4B, généralement, on fait une chimiothérapie palliative à 6 cycles. Et si on voit que le patient répond à la chimiothérapie, on fait une chimiothérapie de maintenance. Pour le cancer bronchique à petite cellule, pas de chirurgie. Généralement, je vous ai dit tout à l'heure que 70 à 80% des CPC sont diagnostiqués déjà au stade de métastase. Et même ceux qui sont localisés, c'est rare où on en perd, d'accord? Le traitement, c'est la chimioradiothérapie. Je vous ai dit tout à l'heure que généralement, on divise en deux. Il y a le CPC qui est localisé, le CPC qui est diffus. On appelle ça disséminé. Quand il s'agit d'un CPC qui est localisé, généralement, on fait une chimioradiothérapie concomitante. La chimiothérapie qu'on utilise généralement, c'est des cisplatines étoposites, plus une radiothérapie pour réduire la masse tumorale. Dans les formes disséminées, ça ne sert à rien de faire une radiothérapie, ce sera une chimiothérapie seule. Alors, les soins palliatifs, je vous ai dit tout à l'heure, quand il y a un stade avancé, stade 4, avec altération de l'état général, même il faut savoir que la chimiothérapie ne fait pas de distinction entre la cellule cancéreuse et la cellule saine. Il faut avoir une certaine condition physique du malade pour qu'il puisse supporter cette chimiothérapie. Et quand on fait le bilan d'extension et le bilan préthérapeutique, je vous dis, le bilan préthérapeutique est très important. Il va guider ma prise en charge. Et je vais dire, ça, c'est la chirurgie, ça, c'est la chimio, ça, c'est la chimio-radiothérapie. Ça, je ne peux rien lui faire parce que si je lui fais la chimio, la chimiothérapie va l'achever. Et là, ils vont mieux faire des soins palliatifs. Les soins palliatifs, c'est la douleur de là. C'est la prise en charge de la douleur parce que généralement, c'est des stades très avancés. Généralement, 50% au moment du diagnostic, mais 90% à un stade avancé. Qu'est-ce qu'on va donner comme traitement? C'est l'OMS, ça fait ce qu'on appelle les traitements de la douleur par palier, niveau 1, niveau 2 et niveau 3. C'est quoi? Niveau 1, c'est ce qu'on appelle les analgésiques non morphiniques. C'est le paracétamol, vous connaissez tous, c'est le Doliprane. On peut donner un comprimé 3 fois par jour. Les INS, les anti-inflammatoires non stéroïdiens, vous pouvez donner ce que vous voulez. Je peux citer de Voltaren, Cyclador, ce que vous voulez. Niveau 2, on augmente un peu. Si on donne un traitement palier 1, je vois qu'il y a la persistance de la douleur ou une aggravation, je passe au palier 2. Et là, ce qu'on appelle les dérivés opioïdes mineurs, c'est le tramadol, c'est la codéine ou paracétamol codéiné. Si on voit que ça ne marche pas, on va aller au troisième palier. Ça, c'est le morphinique fort. C'est le temgesic, le skinon et ainsi de suite. Il faut savoir qu'on peut associer les thérapeutiques. Cette démarche thérapeutique, c'est quoi? Tout d'abord, évaluer
l'intensité de la douleur. Il y a ce qu'on appelle des mesures d'évaluation. Respecter, surtout très important, l'ordre des niveaux. Des niveaux. Je ne donne pas directement le niveau 3, par exemple. Je commence d'abord par le niveau 1. Si je vois que ça résiste, je passe au niveau 2. Si je vois que ça résiste, je passe au niveau 3. D'accord? Il faut respecter les paliers. Et n'attendez pas que votre patient ait des douleurs pour lui donner le traitement. C'est-à-dire on doit donner les antalgiques à heure fixe et non à la demande. C'est-à-dire, voilà, vous allez prendre à 8 heures, 16 heures et par exemple à 20 heures ou à 21 heures, il doit les prendre à heure fixe. Il ne va pas attendre jusqu'à l'apparition de la douleur. Autre traitement, c'est ce qu'on appelle les traitements adjuvants qui vont accompagner le traitement palliatif. C'est les corticoïdes. Il faut savoir qu'ils ont une action surtout anti-inflammatoire et un petit peu antalgique. Qu'on donne dans les soins palliatifs, c'est quelqu'un qui est à stade terminal ou la chimiothérapie. On ne pourra pas donner de chimiothérapie, on peut donner les antalgiques plus les corticoïdes. On a parlé tout à l'heure dans le traitement de la douleur, c'est les ANS. Les biphosphonates, on les donne en cas de lésion osseuse. Ça permettra aussi de traiter les hypercalcémies malignes. Benzodiazépines et les antidépresseurs, il faut savoir qu'ils peuvent agir sur les douleurs nerveuses et surtout pour calmer aussi les malades parce qu'ils sont dans un état anxieux, parce qu'ils vont dire que c'est bon, c'est le stade terminal. Ils peuvent faire des dépressions qu'il faudra prendre en charge. La radiothérapie, surtout, que ce soit à visée curative ou à visée palliative. La radiothérapie, on peut l'utiliser par exemple dans le syndrome cave supérieur. Si vous avez une tumeur qui comprime la veine cave supérieure, il faut faire une radiothérapie. Ça va réduire cette compression et ça va permettre la circulation du sang. Attention aussi aux localisations cérébrales. Si vous avez une atteinte cérébrale, vous avez que cette lésion va entraîner un œdème périlésionnel qui va comprimer le parenchyme cérébral qui va être responsable d'épilepsie, de signes d'engagement, ainsi de suite. On peut donner des corticoïdes qui vont réduire cette inflammation périlésionnelle, mais il ne faut pas oublier de donner la radiothérapie pour réduire cette atteinte cérébrale. On peut l'utiliser aussi dans les atteintes osseuses à type de lise costale ou des lises vertébrales. Ça va réduire l'intensité de la douleur et ça fait partie de la prise en charge des patients à un stade terminal. On appelle ça les soins palliatifs. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que tout le monde est là ou ils sont partis? Docteur Timoussi? Non, ils sont toujours là. Ils sont toujours là. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Et par Docteur, rapport à la communication, je vous ai dit tout à l'heure que je la donnerai à Docteur Timoussi que vous pouvez utiliser par la suite. Oui, docteur, pour la oui, classification TNM, Anna. elle nécessite obligatoirement un scanner. Je veux dire, on ne peut pas la faire juste avec une radiographie. Non, 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 c'est systématique actuellement. On doit faire le scanner et qu'est-ce qu'on fait actuellement? C'est le TAP, TDM, thoraco-abdominopelvien, parce qu'il y a certaines adénopathies qu'on ne peut pas apprécier par même l'échographie abdominopelvienne. C'est-à-dire qu'il faudra aller vraiment vers le TAP. On ne peut pas D'accord, classer un malade sans TDM. d'accord, merci. Est-ce qu'il y a une différence entre pleuroscopie et thoracoscopie? Parce que C'est la même chose. La thoracoscopie ou la fluoroscopie, ça nous permet d'introduire, c'est comme la cilioscopie. Vous connaissez la cilioscopie? oui, Voilà, c'est le même oui, principe que la cilioscopie. On va induire un pneumothorax, c'est-à-dire qu'on va insuffler de l'air à l'intérieur. On va faire deux orifices au niveau de la paroi thoracique. Un orifice pour introduire la caméra et un orifice pour introduire les instruments. Dès on va insuffler de l'air, on va créer un pneumothorax, d'accord? Et de là, on va introduire la caméra et on va voir la lésion et ça permet de faire des biopsies vraiment très, très ciblées. On l'utilise souvent vous connaissez le mésothélium? oui, Très bien. Le mésothélium, vous savez que c'est une tumeur primitive de la plèvre secondaire à l'exposition de l'amiante. oui, Très bien. Et ça donne un aspect mamelonné. Attention, de quand la on vous plèvre. donnera un mamelonné de la plèvre, si on vous donne dans un cas clinique l'interprétation d'un cliché thoracique, on vous dira opacité, voilà, à limite externe se confondant avec la paroi thoracique, à limite interne, aspect mamelonné, dans votre tête, ça c'est directement mésothélium, d'accord? Et là, il faudra rechercher l'exposition à l'amiante. Et généralement, c'est la fluoroscopie ou ce qu'on appelle la thoracoscopie. Mais je veux dire, toutes ces techniques, thoracoscopie, médiastinoscopie, elles ne sont pas systématiques ou c'est…
Je veux dire, il y Non, a ce n'est pas systématique. Par exemple, si on prend l'exemple de la thoracoscopie, je vous ai dit tout à l'heure que si vous avez un épanchement pleural liquidien, Oui, vous l'avez suspecté, par exemple, cliniquement, c'est quelqu'un qui a une toux, surtout ce qu'on appelle une toux au changement de position. Vous vous dites, je suis allongé, dès que je me retourne sur le dos, sur le côté, je commence à tousser. On appelle ça ce qu'on appelle une toux déclenchée par les mouvements. Et vous examinez votre patient, vous trouvez qu'il y a une abolition du membrane vésiculaire avec une motilité. Là, si cliniquement vous l'avez suspecté, vous allez faire un téléthorax. Vous faites votre téléthorax, il y a un épanchement pleural liquidien. Et là, vous êtes obligé de faire une ponction pleurale exploratrice. Je vous dis, il faut voir toujours l'aspect macroscopique. Est-ce que c'est un liquide jaunâtre, un purulent, je ne sais pas. Et si en fonction de ce que vous voyez, vous allez lancer ce qu'on appelle la cyto, la bactérie et la biochimie. Si vous trouvez qu'il y a d'accord, des cellules malignes, là, il faudra faire la biopsie pleurale. D'accord? C'est une peste qu'on introduit dans l'espace interpleural et on va essayer de gratter. C'est comme ça, c'est presque la même chose qu'un stylo. Et on va gratter la plaie pariétale pour amener un petit fragment. Si vous voyez que vous avez pratiqué 2 biopsies, que ce n'est pas concluant, il faut passer à la thoracoscopie. Là, ces indications. Mais elle n'est pas systématique. Je commencerai d'abord par la biopsie pleurale. Si ça ne marche pas, je fais la thoracoscopie. d'accord. Merci beaucoup. Concernant la médiastinoscopie, je vous ai dit tout à l'heure que ça concerne plus les adénopathies médiastinales. Vous vous souvenez de quand on a fait le TEP scan? Attendez, je vais vous montrer. Voilà, le TEP scan ici. Vous avez la tumeur qui est là, par exemple. Est-ce que vous arrivez à la voir? Oui, Très bien. La tumeur qui est en rouge doré, quand c'est flashé, ça veut dire qu'elle a fixé le fructose, le 18 fructose, parce qu'il est radioactif. Vous voyez ici? Là, par exemple, dans les couples en bas, on voit très très bien qu'il y a ça. Ça, c'est une adénopathie de la loge de Barreté. Je vous ai dit tout à l'heure qu'elle est à droite. Elle est cernée par la veine cave supérieure et la crosse de la haute et la trachée qui est là. Et on va voir bien qu'elle fixe le produit. Le problème, c'est que les adénopathies, quand elles fixent le produit, je ne sais pas est-ce qu'elle est d'origine inflammatoire ou est-ce qu'elle est d'origine néoplasique. d'accord. Très bien. Quand vous faites un TAP scan ou un PET scan et que vous avez des adénopathies qui fixent le produit le 18, vous êtes obligé de continuer de donner ou de pratiquer une médiastinoscopie pour prélever cette adénopathie pour savoir est-ce qu'elle est d'origine inflammatoire ou néoplasique. C'est les indications de la médiastinoscopie dans le cancer bronchique. Hein. Maintenant, elle a d'autres indications. Par exemple, si vous avez des adénopathies dans la sarcoïdose, vous allez prélever, vous allez voir que la description, vous la connaissez tous, la présence de cellules épithéliaux-jugontocellulaires sans nécrose caseuse. C'est la même description d'une tuberculose, mais il n'y a pas cette nécrose caseuse qui est ce qu'on appelle la substance grumuleuse eosinophile. D'accord? D'accord. Et durant le cancer bronchique, il peut y avoir, par exemple, des adénopathies ailleurs, genre cervicales ou alors Bien sûr, bien maxillaires. sûr, bien sûr. L'examen clinique, il est Ouais. très important. Je dois examiner toutes les aires ganglionnaires, toutes, cervicales, là, Mais dans ce cas-là, si bronchiales. par exemple si par exemple j'ai une adénopathie cervicale, que je fais une Oui. ponction et je trouve des cellules malignes, donc c'est pas la peine de faire médiastinoscopie ou j'ai la Non, non, non. confirmation. La médiastinoscopie, c'est pour voir les adénopathies médiastinales. C'est tout. Maintenant, si vous avez une adénopathie qui est périphérique, Oui, à qui vous avez fait une cytoponction, même si vous trouvez des cellules malignes, il faudra savoir qu'il faudra compléter par une biopsie. oui. Et la biopsie vous répondra si c'est une métastase ganglionnaire d'un adénocarcinome ou d'un carcinome épidermoïde. Et Maintenant, malgré ça, non, quand il y a plusieurs, parce que ça diffère, je vous dis. Si on prend l'exemple, on va dire que vous vous souvenez de la classification M. oui, On a dit quand il y a un seul site métastatique, c'est quoi? M1B. oui, d'accord. Très bien. Mais s'il y a plusieurs sites métastatiques, ça deviendra M1C. C'est, Très bien. Si vous avez une adénopathie qui est périphérique au niveau ici, c'est-à-dire cervical, et vous avez des adénopathies au niveau du médiastin, ou vous avez, par exemple, si on prend même des adénopathies profondes au niveau abdominal, si on arrive à faire que c'est des adénopathies métastatiques, c'est un autre site. Et là, ça rentre dans les M1C. Malheureusement, je vous ai dit, dès qu'on fait le PET scan et qu'on trouve une adénopathie, il faut généralement confirmer est-ce que c'est d'origine métastatique ou d'origine inflammatoire. ah d'accord, Parce d'accord. que votre classification va changer de M1B, un seul site métastatique, à plusieurs sites métastatiques. Oui, d'accord.
Merci beaucoup, docteur. Je vous en prie. D'autres questions? Très bien, je vous remercie en tout cas. Merci. Je vous en prie, docteur Simoussi, à vous la parole. C'est Pour tout. clôturer. Donc, je pense qu'il n'y a pas de questions et le cours était très clair de toute façon. Donc, voilà, merci. Merci à vous. Et bonne journée. Merci à vous aussi. Au revoir. Au revoir.